vous constatez, Jean-Michel Aulas, que Saint-Etienne ne joue toujours pas la Ligue des Champions. Hein. C'est toujours sur PlayStation. Oui, mais vous voyez, j'ai beaucoup d'amis à Saint-Etienne et je leur disais qu'ils avaient aujourd'hui potentiellement, d'une part, un actionnaire de grande qualité qui en plus est un fan de sport féminin, donc ça veut dire des choses. Et puis ils ont un des plus grands directeurs généraux du football que j'ai connu, Ivan Gazidis, que j'ai connu à l'ECA, à l'UEFA. Et vraiment, je pense que pour ceux qui vont prendre le temps de voir évoluer leur club, ils ont une chance historique de revenir là où ils le souhaitent. Mais on l'espère parce que pour l'instant, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent faire. Florent, c'est pas le Aulas qu'on a on connu. nous l'a changé. On nous l'a changé. Il dit du bien de Saint-Etienne. Vous êtes quand même content de les voir en Ligue 2 plutôt qu'en Ligue 1. J'ai pas dit le contraire non plus, mais je vous dis que les gens qui sont aujourd'hui à la tête, que ça soit sur le plan financier avec de gros moyens, mais surtout, Ivan est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de le rencontrer, de discuter avec lui. C'est quelqu'un qui il est très discret, il n'explique pas trop son projet, ses intentions. C'est ça qui déstabilise également les supporters stéphanois d'ailleurs. C'est possible, c'est vrai, mais le mec est très bien. Cette petite parenthèse stéphanoise est très diplomatique, c'est très sympa, mais il fait de la politique maintenant. J'aimerais quand même qu'on rappelle pourquoi est-ce qu'on est venu et pourquoi est-ce qu'on est là avec vous. Le 4 avril 2006, c'était le fameux match Lyon-Milan, quart de finale retour de Ligue des Champions, et c'était notre première émission, juste après ce match-là. Malheureusement, ça se termine mal pour Lyon. Et nous, c'était le début d'une aventure qui dure depuis 20 ans. Lyon était au sommet. Lyon était effectivement... Avec une très très belle équipe. Exactement. Formidable. Moi, je me souviens encore de Sidney Govou effondré sur le terrain à la fin du match. Et on a suivi toutes les aventures lyonnaises jusqu'à ce que... jusqu'à la demi, notamment contre le Bayern. Bien sûr. On était à Lyon avec Vincent Moscato, à l'époque Jean-Michel Larquet. L'élimination du Real là-bas. Il y a eu des belles histoires. Toutes ces aventures européennes, on était là, ouais. Et lors de cette première mission, on était tous les trois. Donc nous voilà 20 ans plus tard avec vous. Si je me permets de faire du Aulas un tout petit peu, vous pouvez. Je vous dirais qu'on a été au plus haut niveau jusqu'au Covid. Et que c'est une décision de la fédération, où je suis aujourd'hui vice-président, donc, qui a fait qu'on n'a pas pu jouer cette année-là la compétition, alors qu'on jouait depuis, 20 ans ou 21 ans la Coupe d'Europe d'affilée. Je pense qu'il y a aucun club en France qui a cette série, mais en Europe, il y en avait très très peu. Et vous vous souvenez qu'on a arrêté le championnat 10 matchs avant la fin, et c'est à partir de là, alors c'est probablement pas l'excuse, j'ai sûrement fait plein d'erreurs, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même à partir de ce moment-là que l'OL n'a plus joué l'Europe et qu'on a eu donc moins de relations avec vous, c'est normal. Attendez, parce que c'est un moment où, à des rares moments de nos 20 ans, où on était en phase totale, puisque nous-mêmes, on s'était positionné clairement pour la suite, pour que ça continue. Et on vous avait eu à l'antenne à ce moment-là. Vous étiez à la pointe du combat. En tout cas, publiquement, en tout cas, parce que certains étaient probablement d'accord avec vous, mais se cachaient, ils ne le disaient pas, puisque les pouvoirs publics étaient pour l'arrêt. Mais vous étiez quand même assez seul. Et évidemment, on voit après coup que ça a été un peu le début des emmerdes. Il y a eu d'abord le fameux contrat mirobolant avec Mediapro. Ça a été la première étape des emmerdes du football français. Et puis, cette étape-là du Covid. Et ça, c'est des étapes que vous avez connues parfaitement, parce que vous étiez dans les négos 2018 et après le Covid, où effectivement, vous étiez pour qu'on continue. Mais d'autres, non. Mais Président, quand même, par rapport à cette excuse du Covid, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs stratégiques maintenant que vous reconnaissez ? Peut-être en partie, je parle au niveau du foot français déjà, de la gouvernance sur Mediapro, on l'a dit, et plus particulièrement à Lyon, par exemple, est-ce que le stade, qui est évidemment une réussite architecturale, qui est un actif, mais qui a aussi pesé sur les finances du club, est-ce que vous vous dites que, parce que se réfugier derrière le Covid, est-ce que c'est pas un peu facile, alors qu'il y a eu aussi à ce moment-là des décisions club, quand même. Oui, non, bien sûr, ça c'est une évidence. Non, mais alors, je pense que vous faites une erreur en comparant les deux choses. Le stade a été un élément de fabrication, de valorisation d'actifs pour l'Olympique Lyonnais. Les prévisions 2022 de l'Olympique Lyonnais, c'était de faire 100 millions d'EBITDA. Donc le Covid... Non, le stade était d'ailleurs, quand John Textor est arrivé, il restait 60 millions à payer, ça n'a jamais été dit, sur 350. Et puis on avait construit à côté plein de choses, on a investi plus de 800 millions là-bas. Et on l'a fait sans apport d'investisseurs extérieurs, sauf Pathé,
qui avait amené à une époque, je crois quand il est rentré, de l'ordre de 18 millions. Voilà. Et puis, IMG, qui a été... IDC, pardon, j'ai dit IMG, IDC, qui a été le fonds qui nous a accompagnés pour l'introduction en bourse. Mais sachez que, par exemple... Le fonds chinois, hein, c'est ça. Fonds chinois, fonds souverain chinois. Et sachez qu'à l'époque, ça démontre aussi l'idée que j'avais. On ne pouvait pas introduire les clubs français en bourse. C'était interdit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé directement à Bruxelles. J'ai défendu le dossier parce que les autres pays acceptaient qu'un club puisse être coté en bourse. Et l'État français a été mis en demeure. À l'époque, c'était Jean-François Lamour qui était le ministre. Le directeur de cabinet était le directeur général actuel de la fédération, Jean-François Bilotte, qui est à Lyon d'ailleurs avec nous ce soir à côté. Et très, on va dire intelligemment, ils ont fait en sorte de dire, eh bien, on va en France dire qu'on peut coter les clubs sportifs à la condition qu'ils aient un grand projet. Et c'est comme ça qu'est né le Groupama Stadium. Pas trop grand, pas trop surdimensionné. Si, moi, la seule réserve que j'ai pour le stade, c'est qu'il est un peu trop grand. Vous savez combien il y a de moyenne de spectateurs cette année ? Je sais, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on travaille bien sur le panier de chaque spectateur. Il y a des stades qui font 50 000 places, mais qui rapportent plus que des stades qui font 70 000. Oui, eh bien, le panier moyen de Lyon est le premier panier français. Ah, ça doit être le PSG. Hors le PSG. Ah, oui. Ça... Non, pour moi, la France, c'est la province. Vous considérez le PSG comme un ovni qui ne doit pas en fait être comparé avec les autres ? Bon, on peut refaire toute l'histoire du Covid. Et c'est vrai que si on n'arrête pas, on est le seul pays en Europe. Contrairement d'ailleurs à la vie on est d'accord, vous avez raison, l'arrêt de la compétition. Non, mais peut-être que l'Olympique Lyonnais est à nouveau en Champions League et c'est ça qui casse. Mais l'autre conséquence du Covid, c'est que l'actionnaire qui était avec vous depuis des années a tellement perdu d'argent à ce moment-là que c'est ça aussi qui a fait qu'il vous force la main pour la vente quelque part. Tout à fait. Il y a eu donc ça aussi. Oui, non, mais complètement. Donc, ça a eu un impact presque un petit peu plus fort chez vous qu'ailleurs. Disons qu'il y a eu des conséquences inattendues qui ne se seraient pas passées sans le Covid. Et à partir de là, les choses ont été différentes. Mais le stade en tant que tel, pour revenir au stade, c'est une réussite extraordinaire. C'est ce qui a d'ailleurs intéressé les investisseurs. C'est ce qui a fait que l'équipe de France puisse venir jouer aussi à Lyon quand elle ne peut pas jouer par ailleurs. Donc non, le modèle lyonnais dans sa conception, parce que c'est une vraie ville aujourd'hui, avec non seulement le stade, la LDLC aujourd'hui, la All-in Academy avec Tsonga. Vous avez vu d'ailleurs que le premier Grand Prix de tennis de la région Rhône-Alpes va revenir dès le mois d'octobre 2026 dans la LDLC. C'était le Grand Prix de tennis qui était à Marseille, qui revient et qui va être véritablement un très grand prix de tennis. Donc tout ceci, non, c'est pas un regret, c'est au contraire, j'en suis très fier. C'est un exemple partout dans le monde. Tout le monde cite cet exemple d'intégration parce qu'il y avait le sport, il y avait le tennis dans le cadre de sa formation, puisque c'est une académie internationale. Et puis, vous avez avec la LDLC tout ce qui est e-sport, tout ce qui est événement en termes de chansons, de musique, oui, c'est une grande salle, la LDLC Arena. Ouais, c'est une salle fantastique qui, aujourd'hui, est l'une des salles les plus environnementales d'Europe. Alors, on dit souvent que Daniel, faisons les choses étape par étape, parce que tout à l'heure, on va parler de votre nouvelle vie. Vous êtes toujours piqué à l'OL ? Vous regardez tous les matchs, vous allez au stade, vous êtes au courant de tout ce qui se passe ? Vous êtes proche de Michel Kang ? Oui, je suis assez proche de Michel Kang, qui a véritablement sauvé le stade, le club à un moment où, effectivement, les difficultés étaient apparues, non pas par la situation antérieure,
du stade, parce que ça aussi, ça m'a fait mal à un moment donné d'entendre dire que la situation économique de l'OL n'était pas bonne. Elle était très bonne. Justement, c'est John Textor qui avait dit c'est le prix à payer des erreurs du passé, en parlant des vôtres, Ouais, tout à fait. entre guillemets. Des nôtres, je sais pas, des siennes peut-être, parce que Lui parlait de celles qui précédaient, donc potentiellement des vôtres. voilà, mais c'était d'une part une erreur, et d'autre part c'était vraiment injuste. Heureusement, les choses se sont passées différemment. Et puis Michel Kang, qui était parmi les premiers investisseurs de John Textor, s'est dit je ne peux pas laisser cette situation telle qu'elle est. Elle avait déjà beaucoup investi dans le foot féminin et elle a convaincu Ares, qui est l'un des plus grands fonds financiers mondiaux. Ils sont actionnaires à hauteur de 33 ou 34% de l'Atlético de Madrid. Bon, moi, Atlético qui a été vendu aujourd'hui. Alors, vous voyez, je ne le savais pas. Bon, j'étais en Madrid. 51% au départ sont partis. D'accord. Et c'est Ares qui a vendu ou c'est le propriétaire ? Je vais vous le dire pendant que vous continuez. Je vais vous dire ça. Mais ça a été vendu aujourd'hui. Parce que, vous voyez, quand ils sont arrivés, par exemple, moi, je connaissais très bien le propriétaire de Madrid. J'ai conversé avec eux. Il y avait Ares. Par contre, ils ne connaissaient pas Textor, puisque, évidemment. Mais Ares, à Lyon, n'était qu'un prêteur. Avait prêté l'argent directement. Voilà. Donc. Et vous dites que Michel Kang, dans les jours cruciaux, là, vous dites dans les 9 jours, en l'occurrence, qui ont été cruciaux, a battu un travail dingue. C'est là que vous l'avez redécouverte, on va dire. Vous la connaissiez, mais vous l'avez vue vraiment à l'œuvre. Oui, exactement. Vous avez raison. Bon, avant, c'était pour moi une propriétaire de club féminin avec tout le côté féministe américain quand on veut démontrer un certain nombre de choses et qu'on a de l'argent. Et là, elle s'est révélée être une chef d'entreprise, ce qu'elle était aux États-Unis, puisqu'elle vient de vendre son affaire à des sommes tout à fait considérables. Mais c'est surtout une chef d'entreprise. Elle a accepté de faire ce que John n'avait jamais voulu faire, c'est-à-dire reprendre les gens qui faisaient tourner l'OL avant. Bon, moi, on m'a appelé pour aller convaincre Thierry Sauvage de revenir. Je l'ai exposé à Michel Kang, il est revenu. Voilà. Et puis, il y a des anciens qui sont revenus au club ? Oui, des anciens de votre époque ? Un seul. Mais soyons directs. John Textor, en fait, il a failli mettre l'OL dans le caniveau, en fait. Enfin, c'est comme ça avec le recul qu'il faut le voir. Donc. Bon, je vous laisse la formule, la responsabilité de la formule, mais la responsabilité de John dans sa gestion, on va dire, multi-club et surtout sans finances propres. Parce que initialement, quand il a été choisi par la banque Reign, parce qu'en fait, tout a été monté par une banque américaine. C'est ça qui n'a jamais été dit par personne. La banque Reign avait trouvé avec John un investisseur qui avait garanti 680 millions. Cet investisseur n'est jamais venu. Et on le connaît puisque c'est lui qui a racheté le club avec lequel mon ami Ferry de Lorient a passé un accord. Et donc, voilà. Bournemouth, donc. Voilà. Loïc Ferry est votre ami ? C'est pas bon signe, ça. Vous savez, les présidents de club, on est tous amis. Oh Là, on retrouve le vrai Jean-Michel Aulas. Celle-là, elle est fantastique. Ça veut dire que vous êtes tous donné la main pour mettre le... Enfin, vous n'y êtes plus, mais ils se sont tous donné la main pour mettre le football français dans le caniveau qui est le sien aujourd'hui. C'est quand même formidable que vous disiez qu'ils sont tous amis quand on sait ce qui se passe aujourd'hui au conseil d'administration de la LFP depuis un an. Non, vous pouvez pas dire moi, que je tout sais le pas, monde est parce que ami. je ne suis plus... Je pense que vous êtes quand même un petit peu Je crois que je l'ai été 17 ans, mais voilà. je ne le suis plus. Je pense que si John Textor a fait une seule chose bien durant son passage à Lyon, c'est son analyse du football français, de qui le dirigeait vraiment et de la nullité de ceux qui sont à la LFP. C'est la seule chose qu'il y a, c'est en observateur, il a été... Vous êtes d'accord avec l'analyse de Textor là-dessus ? L'analyse sur le... c'est ce que Michel Aulas disait du PSG et du Qatar il y a 5 ans. Si vous avez changé d'avis, ça m'étonnerait quand même. Non, mais vous disiez la même chose. Je pense que... je viens de créer la Ligue féminine il y a 2 ans sur des principes qui sont totalement différents. Je travaille actuellement avec Marc Keller et Baptiste Malherbe d'Auxerre sur la création de la division 3 qui va démarrer l'année prochaine à la fédération, qui est la 3e des 3 pros. Bon. Mais on travaille sur des principes
qui sont différents de ceux qui ont prévalu à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a un tel écart de puissance, un tel écart, je dirais, de responsabilité, qu'effectivement, c'est difficile d'avoir des raisonnements objectifs. Daniel, il faut qu'on fasse une première pause Mhm. et ensuite on reviendra, on continuera la discussion. On est avec Jean-Michel Aulas en direct de Lyon. On est d'ailleurs reçu par la table Institut Life. On a mangé tout à l'heure, Daniel. on se régale. On C'est s'est du très régalé, lourd. on C'est s'est du haut régalé. niveau. C'est une adresse validée par la Ligue des Champions. Je vous confirme, ce sont des très très bons. Exactement. Et tout ça dans les locaux de l'EM de Lyon, la grande école de commerce de Lyon qui nous reçoit. Donc merci pour cet accueil et nous on continue la discussion dans quelques instants. À tout de suite. Jean-Michel, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de l'after, nous on recevait les auditeurs, et souvent lyonnais, parce que vous étiez à ce moment-là au top, et les lyonnais, c'est les connaisseurs de foot, donc ça discutait tactique, choix du coach, stratégie du club. Et je ne sais pas si c'est vous à l'époque ou votre directeur de la communication, avec qui on avait des relations parfois aussi, Bon, finalement, avec le recul, très bonne maintenant. finalement Aujourd'hui. avec le recul très bonne, qui avait appelé notre direction en disant mais vous vous rendez compte avec votre émission là, mais vous allez mettre le feu aux tribunes, vous vous rendez pas compte de la responsabilité que vous avez. Et nous on a tremblé, on s'est dit oulala, j'espère que bon finalement on a traversé la tempête, on est toujours là. Donc voilà. J'ai pas vu de questions. Alors, vous vous souvenez pas de cet épisode? Nous on s'en Non, souvient. mais par contre, je repense à ce que nous évoquions concernant Paris. La grande différence entre Lyon et Paris, c'est que Lyon a son stade en propre C'est vrai. et que Paris, Ils essayent de l'avoir, mais ils y arrivent en ce pas. moment. Les municipales vont être un enjeu crucial à Paris. Il y a 2 candidats qui ont probablement déjà promis la vente, que ce soit Rachida Dati ou comment c'est Olivier, le prénom de Grégoire, Olivier Grégoire, Oui. l'autre candidat. Ouais. et puis il y a peut-être Donc- 2 acheteurs maintenant. Et il y a peut-être le projet, oui, il y a peut-être le projet d'aller un petit peu plus loin. Alors, on disait juste avant, non, mais vas-y. parce que Jean-Michel Aulas évoquait la toute puissance, mais il y a la puissance en soi, elle ne me gêne pas forcément. C'est la façon dont elle s'est mise en place, notamment au moment de CVC. Vous étiez encore là à ce moment-là. Cette répartition complètement hallucinante. Je ne sais pas encore comment l'OM et Lyon ont pu accepter ça. Le 90 millions contre 200, peut-être qu'on vous a promis des choses derrière. Toute cette évolution, cette mainmise sur les droits internationaux, cette répartition toujours plus à l'avantage d'un seul club, cette Ligue 1 que peu à peu ils sont en train d'abandonner, en entraînant derrière eux un média comme l'Équipe, qui a fait 20 pages sur le Ballon d'Or aujourd'hui et rien sur le Classico hier soir. Moi, je me dis, quand je vois tout ça, Jean-Michel Aulas n'aurait jamais accepté une chose pareille, et j'attends des présidents forts en France pour venir avec un contre-pouvoir, parce que le contre-pouvoir ne pourra faire que du bien à la Ligue 1. Non, mais vous avez probablement raison sur l'esprit. Maintenant, vous savez, j'avais à l'époque évoqué ce sujet-là en haut lieu, et on m'avait dit la raison d'État, que ça soit Jean-Michel Aulas ou RMC ou des gens comme vous, on peut pas lutter. Et aujourd'hui, il y a une telle différence qu'effectivement, on peut avoir des problèmes de compétitivité. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des choix malheureux. Mediapro, c'est probablement un choix malheureux, mais au-delà de ça, c'est aussi la conséquence d'écarts de compétitivité au niveau des clubs qui font qu'il y avait peut-être moins de gens intéressés pour regarder Mediapro que des chaînes. Alors j'espère que la chaîne de club, moi j'ai une immense confiance dans Nicolas Taverneau. Je pense que c'est un homme fort, comme vous le décriviez tout à l'heure, et je suis persuadé qu'il va arriver progressivement à redresser ce qui paraissait impossible. Mais c'est vrai que la crise aujourd'hui, bon, et je le vois bien. On est quand même à 0 en droit télé, là. Non, mais je le vois Par rapport à bien. ce que vous avez connu dans les négos que vous meniez à l'époque. Bien Vous sûr. vous rendez compte le recul, c'est Mais hallucinant. Mais c'est plus qu'hallucinant. C'est gravissime. Et moi, j'ai pas l'impression que ça pose problème aux clubs qui dominent la Ligue 1. C'est ça qui est encore plus grave. Alors, je vous rappelle aussi que la fédération dans laquelle je suis aujourd'hui Est en train d'essayer de prendre le pouvoir. a fait l'avance à la Ligue du fait des difficultés l'année dernière en termes de droits télé pour permettre de passer le cap. Donc on a fait un certain nombre d'efforts. Il y a eu des échanges sur la gouvernance, mais vous savez, au départ, la gouvernance, c'est les sénateurs qui ont défini une sorte de nouvelle gouvernance.
là, Philippe a apporté... Philippe Diallo, le président de la Philippe Fédération. Diallo a apporté un certain nombre de novations. On a travaillé beaucoup avec Baptiste Malherbe et Marc Keller à un nouveau projet qui a l'air de satisfaire beaucoup de présidents de clubs. Il y a aussi une prise de conscience qu'effectivement, ceux qui ne peuvent pas réinvestir, la difficulté est beaucoup plus grande que pour ceux qui ne peuvent pas réinvestir. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui sont en train de changer. Je suis pas sûr que... Mais si le changement passe par une intervention de la 3F, de Philippe Diallo, de sénateurs qui se sont penchés sur ce dossier maintenant depuis 1 an pour dire que la gouvernance est défaillante, pour dire qu'il faut faire autrement, alors que dans le même temps, les présidents n'ont pas été foutus de se mettre d'accord, qu'on arrive avec un président de la LFP qui est complètement dans la poche du président du PSG, et ça, honnêtement, peut-être vous ne pourrez pas le dire, mais avec Vincent Labrune, vous n'avez pas toujours entretenu les meilleurs rapports. On ne va pas ressortir les vieilles phrases qu'on a en stock. Mais bon, enfin bon. Quand il était à l'OM, peut-être. Aujourd'hui, notre football marche sur la tête. Je dirais pas qu'il marche sur la tête parce que personnellement, je trouve qu'il y a des très bons matchs. Pour moi, j'ai pas regardé le Ballon d'Or hier. J'ai regardé le match Marseille. On a fait les deux. Bon, finalement, les audiences des deux. Vous étiez mieux placé que moi pour pouvoir le faire. Mais ceci étant, j'ai trouvé que Marseille avait délivré un combat tactique. Oui. Bon, j'ai d'ailleurs testé ce mode expert qui permet de voir le match sans le commentaire, mais avec des statistiques absolument très pertinentes. Franchement, j'ai passé un bon moment. Mais on passe tous ces bons moments. On se demande juste où on va quand 12 clubs ne pourront aligner sur le terrain que des joueurs du centre de formation s'ils n'auront plus d'argent pour payer la moitié d'un joueur. C'est le destin. Et le Grand Lyon a été formé avec. Alors dans ces cas-là, si on n'a plus besoin d'avoir des joueurs dans notre championnat et on pourra peut-être diffuser la Gambardella alors sur Ligue 1+. Non, il y a bien sûr plusieurs étapes. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il faut à un moment donné retrouver au travers des centres de formation qui étaient les meilleurs du monde, une possibilité de refaire des étapes vers la croissance et vers la performance, c'est peut-être un prix à payer qui est moins élevé que celui que paye Bordeaux en ce moment, qui est autrement plus difficile. Donc, sinon, quand vous parlez de prix à payer, il y a un truc qui serait totalement gratuit, c'est d'avoir des dirigeants qui se mettent enfin autour d'une table, qui disent ça c'est gratuit, ça coûte rien à personne, qui disent à celui qui dirige la Ligue aujourd'hui, je pense que ton heure est venue, tu peux passer la main. Un homme compétent qui essaye de réunir tout le monde, esprit collectif, on essaye d'avancer, on revalorise le produit. On dit au grand Manitou qui dirige tout. Mais c'est un peu ce qui est en train de se passer, même s'il est toujours là. Oui, mais justement, j'avais une question, Président, par rapport à tous les choix qu'on a fait. Je vois que vous acquiescez, que vous êtes d'accord avec moi. C'est difficile à dire. Tout ce qui a été fait comme choix avant, et vous étiez encore aux manettes, Mediapro, la répartition liée à CVC, on a l'impression parfois que vous vous jetiez dans les bras du premier financeur venu. Non. Je vais juste finir ma question. Et la question, c'est, vous avez vous-même été un brillant chef d'entreprise. Il y a de brillants chefs d'entreprise parmi vos collègues. Et on a l'impression que quand ils arrivent à la tête d'un club de foot, ils sont capables de faire de grosses bêtises et de faire n'importe quoi. Est-ce que vous-même, vous avez eu ce sentiment-là et qu'après vous vous êtes dit, c'est vrai on s'est jeté un petit peu vite dans les bras, par exemple, de Mediapro? Alors, Mediapro, vous avez raison. Par contre, après CVC, je n'étais plus aux commandes. J'étais à la fédération. C'est vrai, j'étais le représentant de la fédération à la Ligue, donc j'ai vu les choses se dérouler, mais je n'étais plus opérationnel. J'étais observateur et j'ai indiqué à l'époque un certain nombre de choses. Les présidents sont toujours les derniers à prendre les décisions. Aujourd'hui, il y a une critique, mais vous ne connaissez pas tout sur le sujet. Sur quel sujet ? Sur le sujet des droits télé. Il y a eu des choses qui ont été promises, qui n'ont pas été tenues, et qui font que ceux qui... À quel moment les choses ont été promises, n'ont pas été tenues ? Au moment du dîner à l'Élysée, où le Qatar avait promis qu'ils achèteraient, et où les conseillers de l'Élysée m'appellent pour me donner tout le programme, et que finalement l'argent n'est jamais arrivé. Si c'est à ça que vous faites allusion, je l'ai raconté plusieurs fois. Mais les promesses aussi, ça engage aussi ceux qui y ont cru. Oui, mais des fois... Et notamment Vincent Labrune. Mais pendant ce dîner, a pu à peine rentrer dans la salle, il était à l'entrée, le pauvre, il n'était même pas à table. Mais vous savez, si demain,
un actionnaire vient et propose de racheter une chaîne comme RMC beaucoup plus chère qu'elle ne vaut réellement. J'entends que c'est une affaire de promesse. J'entends très bien. Peut-être que les actionnaires écouteront, ne serait-ce qu'un instant. Les choses. Quand après, c'est pas Daniel. tenu. Ça se transforme en entourloupe. Non, mais sur Quand Mediapro. vous tenez pas les Peut-être pas en promesses. tourloupe, Mediapro. Daniel. Laissons Jean-Michel là, s'il vous plaît. Justement, par exemple, Mediapro, vous étiez aux affaires, vous dites maintenant, vous reconnaissez que vous avez fait une erreur. Alors, Collective, hein, à minima. Alors, on peut pas tout non plus vous expliquer, parce que l'histoire Mediapro, c'est une question de garantie. À un moment donné, entre la garantie de l'actionnaire principal et de l'actionnaire groupe, il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que, vous avez raison, ça aurait pu probablement être plus sécurisé. Mais bon, Mediapro, voilà, il y a eu le Covid, il y a eu les choses. Vous savez, quand la décision est prise d'arrêter le championnat, les deux chaînes qui fournissent les droits télé empochent ce qui restait du contrat en cours. Ça représente 300 millions d'euros. Bon. Donc c'est déjà un premier pas, et ça, c'est pas les dirigeants. C'est la faute de celui qui prend la décision d'arrêter le championnat, alors que j'avais eu quelques jours avant l'UEFA qui recommandait à tous ces pays de ne pas s'arrêter. C'est pour ça que Je me souviens, on en avait parlé à l'époque. j'ai mené un combat, je l'ai perdu. Mais voilà, donc il y a quelquefois des éléments qui s'entrechoquent, et c'est vrai que c'est plus facile a posteriori de dire que c'est une erreur des dirigeants. Mais il peut y avoir... Après, là, c'est l'État, c'est le pouvoir public qui avait décidé. Vous disiez tout à l'heure, parfois, raison d'État, c'est la même chose pour le Qatar. Vous n'avez pas voulu le dire, mais on sait très bien, quand à partir du moment où ils ont la moitié de Paris, enfin, j'exagère sur la moitié de Paris, mais enfin, maintenant, ils sont tellement impliqués dans toutes les boîtes en France. La moitié, c'est un peu gros, Daniel. 20% des Champs-Élysées, quand même. 20% de l'avenue des Champs-Élysées, ça commence à faire beaucoup, et dans Paris, beaucoup aussi. Au bout d'un moment, effectivement, on est tenu, mains et poings liés. Petite pause et on revient pour continuer la discussion autour. On va parler un peu de jeu aussi dans quelques instants et de l'OL aujourd'hui, après ces questions de gouvernance qui, je le sais, tiennent à cœur à l'after. Mais on va pas non plus faire une heure là-dessus. Ah, et je dirais qui a racheté l'Atlético. Ah, très bien. Bah non, je te le dis, c'est Apollo, un groupe qui s'appelle Apollo, 51%. Ils espèrent aller sur la Lune. 49 pour les Des propriétaires. Américains. Apollo est un fonds connaissez d'investissement extrêmement important que je connais très bien. Et 51%, et ceux qui étaient aux manettes n'ont plus que 49 maintenant. 1,5 milliard, une bouchée de pain. C'est pas mal. C'est bien. J'aimerais revenir sur les conditions de votre départ de l'OL, parce qu'il faut qu'on remette un petit peu les choses sur la table. À l'époque, on était d'ailleurs à Lyon, Édouard G était là, on était à Sainte-Foy-les-Lyons, le jour où on a appris l'arrivée de John Textor. Vous aviez alors expliqué en chef d'entreprise les avantages de l'arrivée de John Textor, et en fait, on s'est vite rendu compte que finalement, vous avez été victime de tout cela, et que finalement, vous avez été sorti par les autres actionnaires. Aujourd'hui, on peut le dire, finalement, on vous a obligé à quitter la présidence. en fait, c'est une double réaction. C'est-à-dire que les deux autres actionnaires, et on était cotés en bourse, avaient pratiquement 50% du capital. Et quand en bourse, 50% du capital sont mis à la disposition de nos acheteurs, ceux qui restent, soit ont la capacité de vendre par eux-mêmes s'ils le souhaitent, soit de racheter, ce qui n'était pas possible, soit il y a au moment de l'acquisition ce qu'on appelle une offre publique d'achat, et tout le monde peut avoir les mêmes conditions que les vendeurs. Et en fait, les vendeurs, par l'intermédiaire de la banque Règne, ont pensé que j'étais le mieux placé pour aller trouver le meilleur acheteur potentiel. Donc j'ai été chargé en tant que président du groupe, et puis j'étais quand même individuellement le plus gros actionnaire, et ça faisait 34 ans que je travaillais sur l'OL, de retrouver des actionnaires. Donc on en a sélectionné 6 qui étaient, il y avait des Américains, il y avait des gens qui venaient plutôt d'Arabie Saoudite, il y avait des Canadiens, comme à Saint-Étienne, il y avait, voilà. Et puis, moi j'ai discuté avec la famille Foster, avec la famille Gillette, Foster le prénom, Foster Gillette, et j'avais trouvé que c'était le meilleur candidat possible. Donc je m'étais un peu engagé,
Et puis, ça n'a pas plu aux deux autres actionnaires et qui, par l'intermédiaire de la banque Reine, Pathé et le fonds chinois. Et le fonds chinois. Ouais. IDG. Voilà. Et à ce moment-là, ça s'est passé lors d'un week-end un peu houleux. Moi, j'ai dit, si ça n'est pas Foster-Gillette, à ce moment-là, je vends aussi. Alors qu'autrement, je devais rester. Donc là, vous avez tenté un coup de poker, en quelque sorte. Oui, enfin, non, c'est plutôt un coup de cœur. Moi, je joue pas au poker. Donc, c'est pas comme ça un coup de poker. J'ai bien faut arrêter avec cette Oui, expression. mais c'est l'expression. Coup de poker. Non, mais c'est une mauvaise expression. C'est passionnant, là. Un coup de poker, c'est un coup intelligent, normalement. Bon, d'accord. Continue. Bon, donc c'était pas le cas. Et là, contrairement à ce que l'on pense, on m'a demandé de rester pendant 3 ans, mais j'ai dit il faut que j'ai une clause pour pouvoir partir si on n'est plus d'accord, puisque a priori on n'était pas d'accord. Donc il avait été établi une clause de désaccord qui me permettait de partir, etc. Et puis ça s'est pas passé totalement comme ça. Bon, d'abord le foot féminin a été vendu à Michel Kang. Valeur de l'ensemble du club, une 50aine de millions d'euros quand même. J'avais acheté quelque temps avant un deuxième club aux États-Unis, à Seattle, que j'avais acheté 3,5 millions de dollars. Là est arrivé quelque temps après une offre de 58 millions de dollars. Belle plus-value. Belle plus-value. Mais surtout, je rentrerai pas dans les détails. Mais je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 18 ans. J'ai toujours essayé de faire des choses qui étaient ou qui correspondaient à ce que l'on doit faire quand on est un chef d'entreprise qui respecte l'ensemble du dispositif, l'écosystème, les règles, voilà. Et donc là, il a commencé à y avoir un certain nombre de frottements. Il y a eu une convocation du conseil d'administration un vendredi soir, et à 22h, on m'a destitué. Voilà, donc je suis parti le soir même. Alors que vous n'étiez pas vendeur, il faut le rappeler. Alors que je n'étais pas vendeur, non, bien sûr. Donc voilà, ceci étant, les conditions, puisqu'on était en bourse, toute personne qui part est payée le même prix que celui qui a acheté, qui a vendu au départ. Donc c'est des questions, on dirait de fonctionnement boursier traditionnel. Voilà, la suite a été un long feuilleton. Je t'aime, moi non plus. Donc on m'a remis en position, non pas de dirigeant, mais de quelqu'un qui avait vendu une partie. Comme on me devait beaucoup d'argent, j'ai pensé que je pouvais peut-être aider. On a donc racheté avec... c'est mon fils qui l'a racheté, la LDLC. On a quand même investi 165 millions en rachetant la LDLC au groupe Eagle, puisqu'il s'appelle Eagle. Et puis voilà, et puis il s'est rien passé par la suite, si ce n'est de Carib Ancilla, des mélanges entre les équipes de Botafogo, l'arrivée d'un joueur... Avec le recul, c'était une déchirure personnelle quand même. Ah oui, non, on l'a évoqué tout à l'heure. C'était plus qu'une déchirure personnelle, c'était une remise en cause totale. Vous n'avez jamais essayé de revenir ? Là, dans l'été mouvementé, il y avait des rumeurs qui circulaient que s'il y avait matière à racheter, à revenir, à reprendre, enfin, je ne sais pas de quelle façon, mais en gros, en sauveur, quoi, finalement. Non, il y avait un directeur de la communication qui est toujours à l'Olympique Lyonnais qui a laissé penser que j'étais derrière, parce que ça lui permettait de se mettre en valeur, mais non, ça n'a jamais été le cas. La preuve, en général, quand je tente des choses, je les réussis, et ça n'a pas été le cas. Qui est Édouard, ce directeur de la communication ? Pardon, Édouard G qui est là, qui écoute attentivement. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de vous lancer à l'assaut de la mairie de Lyon, vous voulez mettre, c'est comme une sorte de revanche en fait par rapport à cette déchirure, ou c'est pas lié ? Non, c'est très intime ce que vous me demandez, mais comme on est entre amis, Daniel va râler, mais non, pas du tout. C'est la famille. C'est la famille. Exactement. Ouais. Non, il y a des deux. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. La ville de Lyon est en désespérance.
Et je sais qu'il y a plus d'inconvénients à devenir un homme soi-disant politique, maire d'une grande ville. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages parce que les risques sont importants. Mais ceci étant, j'ai eu plusieurs entreprises en France, à l'étranger, dont j'étais propriétaire, que j'ai vendues, qui se sont en général très bien passées. Je suis toujours resté en France avec les entreprises que j'avais créées en France. Je suis toujours resté fiscalement français, lyonnais. Voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est l'intérêt général d'essayer de faire l'union pour trouver une solution qui convienne au plus grand nombre. Il y a un certain nombre de gens qui souffrent à Lyon. Je suis lyonnais jusqu'au bout des ongles, le cœur. D'ailleurs, ça s'appellera Cœur Lyonnais, notre projet. Et donc, voilà, je me suis laissé convaincre par des gens qui véritablement voulaient que je tente l'expérience, non seulement de réunir les partis politiques, mais tout en n'étant pas politique. C'est-à-dire que c'est une candidature de la société civile où j'impose, parce qu'il y a 3 objectifs, il y a la ville de Lyon, il y a les arrondissements et il y a la métropole, où il y a l'argent. D'un côté, il y a 1 milliard de chiffre d'affaires, de l'autre côté, 4 milliards et demi, donc c'est des très grandes entreprises. Et donc, l'idée, c'est que la société civile dispose de plus de 50% dans les responsables de cette gestion par rapport aux politiques. Alors on me dit au début que c'est très difficile, et puis j'ai vu que j'arrivais à convaincre à peu près tout le monde, encore aujourd'hui, grâce aux gens qui m'entourent, de la société civile, mais aussi des gens qui ont une expérience politique. On a réussi à regrouper un socle qui, normalement, devrait permettre de venir titiller les gens en place. Et en quoi l'aventure OL peut vous aider pour séduire les gens? Vous n'êtes pas le premier à avoir fait foot et politique. Généralement, le foot aidait parce qu'on disait il a réussi, c'est quelqu'un... Et c'est vrai que vous avez toujours réussi. Vous pensez que l'attachement de certaines personnes qui aimaient l'OL, qui ont vu votre réussite, ça peut vous aider et puis il y a un autre truc, si vous permettez, c'est vrai, parce que on a beau eu avoir des désaccords en 20 ans, mais à la différence de d'autres qui se sont lancés en politique et tout, à l'OL, on peut fouiller à peu près partout. Il n'y a jamais eu d'entourloupe. Il n'y a jamais eu vous avez jamais été impliqué. Et quand on se lance en politique, savoir qu'on a été propre dans tout ce qu'on a fait avant, c'est plutôt un atout. Alors, merci Daniel de dire. Bon, j'ai une vie de chef d'entreprise, de société cotée, et là aussi, il faut mettre les choses en perspective, d'un très grand club qui est resté. Bon, j'étais avec Florentino Pérez il y a 3 semaines. Bon, il y a une relation avec lui qui montre qu'il y a du respect, respectif. On est en train de réfléchir à ce qui pourrait être fait dans le basket, etc. Bon, on discute comme des gens qui ont envie de... Bon. Et donc, la relation entre la mairie, les Lyonnaises et les Lyonnais et le football, c'est l'esprit d'équipe. Moi, j'ai toujours fait en sorte de décentraliser, de déléguer, de créer un état d'esprit d'équipe. Et là, l'équipe, c'est les Lyonnaises et les Lyonnais qui vont essayer de reprendre à eux quelque chose qui brillait partout et qui véritablement ne brille pas. Et puis je vois des gens malheureux partout. Alors le foot aide parce que c'est vrai que ça a permis de créer une notoriété. Bien sûr. Mais au fond, ce qui aide vraiment, c'est de pouvoir déléguer, c'est de pouvoir faire en sorte de créer un état d'esprit, un état d'esprit d'équipe. Bon, alors nous, on n'est pas une émission politique, mais donc on voulait quand même en dire un mot avec vous. Je sais que vendredi, vous avez un premier rendez-vous public, sans doute d'officialisation, je suppose. Oui, on va... Il y a des chances. Il y a des chances. On va donc vendredi soir organiser avec beaucoup de jeunes, et c'est ce qui est formidable, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le foot, la jeunesse, de jeunes qui veulent s'investir et qui veulent absolument essayer d'avoir, comme je l'ai eu dans le foot, comme je l'ai eu dans les affaires, des valeurs. Et quand vous avez des équipes, un état d'esprit de délégation, l'envie de bien faire, et que vous gardez des valeurs qui font en sorte que vous ne sortiez pas de la route, quoi qu'il arrive,
eh bien, ça crée une dynamique, et il y a une dynamique qui est très forte. Et comme le maire en place a quand même la couleur verte, on comprend aussi que Ça, c'est le vrai combat est assez simple à mener pour Jean-Michel Aulas. Encore 10 minutes avec Jean-Michel Aulas. On se retrouve tout de suite dans l'after. 22h54, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Michel Aulas toujours avec nous pour quelques minutes. Pour finir sur votre actualité, là, vous êtes au COMEX de la Fédé, où vous avez expliqué les différentes actions que vous meniez. Vous êtes notamment très actif sur le foot féminin. Vous resterez, si vous êtes maire de Lyon, au COMEX de la Fédé, c'est une certitude? Parce que vos opposants apparemment râlent, ils disent que c'est pas compatible. Alors, bon, déjà, je pense qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de la Fédé et de la Ligue professionnelle féminine, dont je suis président. Bon, c'est à titre totalement bénévole. Bon, c'est à Paris. Eux, ils ont l'habitude d'être dans une activité politique qui est très rémunérée. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai dit que je ne prendrais pas de rémunération si j'étais élu à la ville. Et je pense qu'on peut mener les deux. Maintenant, je ne suis pas idiot. Je serai un maire à plein temps, évidemment, avec des équipes compétentes. J'ai d'ailleurs exprimé dès le début que prendrait des mesures spectaculaires. Par exemple, la gratuité des transports pour les gens qui gagnent moins de 2500 €, parce que je pense qu'il faut redonner du pouvoir d'achat à Lyon. Je prend aussi un certain nombre d'engagements de transparence, faire en sorte, par exemple, qu'il y ait chaque année au moins un référendum, qu'il y ait une plateforme sur laquelle numérique tous les gens puissent s'exprimer, comme à RMC, on peut dire ce qu'on a envie de dire, Tout à fait. ce qui ne va pas. Voilà, donc voilà, j'ai l'intention de créer une gouvernance différente de ce qui existe en politique, de traiter les problèmes avec des gens compétents, de déléguer au maximum. Et c'est pour Tout ça le que je contraire pense... de la LFP. Ouais, ça, c'était un bout de programme pour les téléspectateurs de BFM Lyon qui nous suivent. Voilà. Voilà, donc, Je reviens à la Fédé. Philippe Diallo, aujourd'hui, est l'homme de la situation. bah, Il y a quelques crispations. On a le sentiment à la Fédé qu'on parfois on a l'impression qu'il individualise un peu les projets, qu'il a tendance à se mettre un petit peu en avant. Et à la Fédé, parfois, on n'aime pas trop ça. Non, mais c'est vrai que bon, moi je m'entends très bien avec Philippe et je lui avais précisé que jamais je n'irais tenter de devenir président. On me l'avait proposé avant du temps, vous en souvenez, du président Le Graët. On me l'a proposé. Non, je suis là pour apporter une expérience, parce que l'expérience, ça joue beaucoup. Je suis là pour apporter aussi une fidélité dans la relation. On l'a dit tout à l'heure, je suis considéré comme quelqu'un de droit. Philippe, c'est le premier poste à très haute responsabilité qu'il assume. Moi, j'estime qu'il s'en sort plutôt pas mal. Il est quand même allé affronter dans le litige avec la Ligue. Alors, c'était Moi, je l'ai trouvé assez courageux quand même, même pas assez, j'enlève le assez de la phrase, je l'ai trouvé courageux dans ce moment où le football français n'avait plus de patron et que ça partait dans tous les sens. Moi, je trouve que pour l'instant, il est à la hauteur. Oui. Voilà, donc donc je suis un fidèle serviteur. Ça n'empêche pas que j'ai des idées très précises aussi, donc on en discute avant et je pense qu'on se complète bien. On a la chance d'avoir pour le football professionnel un garçon dont on a parlé tout à l'heure, Marc, qui vraiment, Marc Keller à Toulouse. A vraiment réussi. Strasbourg. J'ai dit Toulouse, Ouais. à Strasbourg. J'ai failli me vexer. Ouais. Tout ce qui permet de passer d'un joueur professionnel, international, à dirigeant, d'une boîte qui se casse la figure et qui redresse et qui arrive au plus haut niveau, qui aussi va réussir à avoir son propre stade. Donc c'est quelque chose de tout à fait formidable. Non, ça se passe plutôt pas mal à la Fédé. Il y a beaucoup de transparence. Bon, vous le savez, on a réussi à négocier avec Nike un contrat qui va nous permettre d'améliorer tout ce qui concerne le foot amateur de manière considérable, le foot féminin, et puis probablement d'être parmi l'une des premières fédérations qui investissent sur le long terme
pour trouver dans un environnement durable une pérennité qui soit En tant que- économique En tant que stable. membre du COMEX, vous validez Zidane comme sélectionneur, comme futur sélectionneur, bien sûr. Bon, là, tout le monde l'attend. Je ne vois crois pas que aujourd'hui l'affaire est pourquoi bouclée. je pourrais vous dire le contraire. Bah oui. Voilà. Tiens, en parlant de ça, rapidement, pendant votre campagne, vous avez connu tellement de monde, un ou deux joueurs de foot de l'OL du passé qui vous filent un petit coup de main, enfin un petit coup de main, qui sincèrement viennent dire et raconter vos compétences en tant que manager et disent ce serait un bon maire. C'est fort possible qu'on voit ça, non? C'est pas impossible. Moi, je vois bien Karim Benzema qui vous file un petit coup de main. Karim est un garçon exceptionnel et j'ai beaucoup souffert quand quelquefois on disait des choses qui étaient très éloignées de la réalité. C'est quelqu'un de bien. Bernard Lacombe nous a quittés récemment. Il est revenu spécialement pour être avec nous. C'est vraiment, bien sûr, un joueur talentueux, mais c'est un homme de cœur. Donc, voilà. Tiens, petit exercice un peu difficile peut-être, parce qu'on va devoir conclure. Un souvenir et un joueur de l'OL qui vous reste pour vous, on va dire. Un, c'est compliqué, tu allez. peux tenter Peut-être un trois. peu Allez, dur, un allez. petit podium des meilleurs Et- souvenirs. Avec Non, le- mais bon, je vais vous dire, pour moi, le meilleur, globalement, c'est Sony. Parce que c'était le point de départ d'une Sony aventure Anderson. fantastique. Et vous savez, quand on est ce que je suis, c'est-à-dire que j'ai débarqué dans le foot, je n'y connaissais pas grand-chose, pour pas dire rien. Et que vous allez discuter avec le président de Barcelone, le retour à Lyon de Sonny Anderson, que vous avez 700 journalistes sur les motos qui vous suivent jusqu'à l'aéroport parce que pour eux c'est un désastre. Donc Sonny. Après Juni, même si à un moment donné j'ai fait une erreur, j'ai cru qu'il pouvait devenir le directeur technique, alors qu'en fait, et je comprends pas pourquoi il ne le fait pas. Ce serait un entraîneur merveilleux. Il a tout pour être un des plus grands entraîneurs. C'est un malentendu entre vous deux? Oui, parce que c'est une histoire de gouvernance. Juni dépendait. Alors vous, pourtant, ce que je disais tout à l'heure, vous, un chef d'entreprise, vous savez placer les gens là où il faut. Normalement, vous connaissez leurs compétences. Et lui, vous le connaissiez par cœur. Nobody is perfect. Et je suis allé le chercher à Los Angeles 2 fois. J'ai imposé. Et là, dans le contexte de gouvernance, il était fait pour entraîner. Je l'ai inscrit presque de force. Il n'a pas voulu aller s'inscrire. Bon, là, c'est vrai que la formation est assez longue. On a cherché au Pays de Galles, on a cherché en Écosse où il y a des modules. Et c'est dommage parce qu'il avait tellement de qualités. Et vous savez, bon, à chaque fois que je repense à Juni, il y a un petit pincement au cœur parce que. Vous vous reparlez là? Oui, bien Oui. sûr. Non, il y a des échanges. Bon, on n'est pas repartis en vacances ensemble, mais ça Oui, viendra il y a une sûrement un jour. cicatrice entre vous, quoi. Et Il y a on une entend que vous le cicatrice. regrettez quelque part. Vous regrettez oui. que ce soit passé comme ça. Ah oui, totalement. Bien sûr. Bien sûr, c'était. Et puis alors après, bon, je vais faire de la peine à plein de. Mais c'est un troisième Brésilien et c'est Edmilson. Parce Ah, qu'Edmilson, c'était la classe absolue. C'était le gars qui, jouant à Monaco, défenseur central, à la Beckenbauer, allait dribbler trois attaquants monégasques. Et c'est la réalité. Bon, voilà, il est parti après à Barcelone, etc. Mais j'ai eu une chance incroyable. Bon, Sidney Govou, c'est un mec merveilleux. On avait dit 3. Hein. Ouais. Ouais, mais bon. Mais du coup, comme il y en a 50, il y en a 47 qui sont en train de dire le salaud, il m'a pas nommé. Et ils ont raison, parce que j'aurais pu. Moi, j'ai toujours eu oui. des relations vraiment fortes avec. Bon, on a vécu. Vous savez, bon, je regardais, je crois que j'ai fait plus de 2000 matchs. On a joué, je sais plus, c'est 24 fois de suite l'Europa League ou la Champions League. Et on avait créé une relation d'équipe. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de la mairie de Lyon, je crois beaucoup à cette collégialité. C'était formidable. Quand on amène le premier titre, il y a 50 000 personnes dans la ville. C'est quelque chose de... Ça, c'est votre plus gros souvenir, le premier titre contre Lens? Alors, ça et la remontée aussi en première division. Parce que 6 ans de galère, voilà, bon, et... Enfin, oui, bon,
Et, Il y a eu plein de souvenirs. Bon, il y a eu cette matérialisation chaque année des titres, bien sûr à Saint-Tropez, puis après avec les filles. Bon, une année, on avait 3 titres chez les garçons et 3 titres chez les filles, la même année. Bon, et on arrivait à une complicité saine et amicale, familiale, puisque la famille venait avec, qui était quelque chose de... Voilà, pour moi, c'est les meilleures années de ma vie. et les 7 titres consécutifs, quand même, aussi, dans l'histoire récente du foot français, Ouais. en dehors des participations européennes dont vous avez parlé tout à l'heure, 7 titres consécutifs. Est-ce que vous, pardon, je vous coupe, mais est-ce que vous vous souvenez du titre de l'équipe le lendemain? Du 7e? Ouais. Ah non. Ben, regardez-le, puis vous me direz demain. Ah, ils ont dit c'est trop, maintenant il y en a marre. Un peu ça. Ah ouais. Mais Bon. cela dit, juste un mot, Maintenant, ça Gilbert. les emmerde beaucoup moins, l'équipe, la domination du PSG. Juste un mot, beaucoup parce que moins. vous êtes Allez, à pour la conclure, Fédé. Ouais, pardon, excusez-moi. Non, mais en dehors de ça, c'était juste pour souligner ce truc-là, les 7 titres, parce qu'aujourd'hui, pour le PSG, ça paraît évident, mais il y a des moyens dingues. Mais 7 titres de suite, à l'époque, c'était quelque chose à mon avis, sportivement, de plus Lille fort, leur a de empêché plus d'avoir le fort. 8e, quand même. Oui, le PSG. Consécutif. ouais. Oui, justement, c'est pour ça que voilà, mais globalement, c'est sûr que la litanie est sans doute plus simple à réaliser pour eux. Non, sur l'arbitrage, parce que Dernière moi, question. c'est un point moi qui m'a un peu chagriné dans votre carrière Mmh. quand on a suivi pour l'after des tas de matchs. Cette façon que vous avez eu cette proximité avec les joueurs, proximité aussi avec les arbitres parfois, mais aussi de les mettre en porte-à-faux. Et maintenant, vous êtes quelque part en responsabilité et aussi en responsabilité sur l'arbitrage. Vous parlez du foot amateur. Vous savez à quel point les comportements des pros sont scrutés et vus par les gamins. Est-ce que il n'y a pas une once de regret sur parfois les bagarres? On parlait de La Brune tout à l'heure. Il y a eu des oppositions entre vous deux sur les arbitres quand il était à l'OM, qui à mon avis n'était pas digne du président que vous étiez. Donc, pour moi, c'est pas la meilleure partie de Jean-Michel Aulas que je préfère. Mais vous avez sûrement raison. Vous le regrettez aujourd'hui? Non, mais vous m'avez dit que c'est votre sentiment. Ouais, moi ça c'est mon sentiment, mais Je peux on pas s'en me mettre fout. à votre place. On s'en fout de mon sentiment. Mais moi c'est le vôtre que je veux. Alors, le mien, voilà, ça faisait partie d'un ensemble de choses. Il y a des choses que je regrette. Et puis, il y a des choses où je me dis, ça peut être aidé à un moment donné parce que les hommes sont les hommes. Et voilà, bon, aujourd'hui, Anthony Gauthier, c'est nous qui l'avons nommé avec Marc Keller. Tout le monde était contre, y compris les gens que vous critiquiez tout à l'heure à la Vincent Ligue. Labrune, oui. Bon. Et on s'est imposé parce que, vous voyez, l'autre jour, quand on diffuse, parce que maintenant, on commence à reconnaître quand l'arbitre se trompe. Et ça, je trouve que, bon, moi, j'admire le rugby quand l'arbitre annonce pourquoi, comment, etc. Je trouve ça. Alors là, c'est pas la France, hein, c'est la FIFA qui, pour le moment, nous empêche. Mais il y a eu, sur le plan de l'état d'esprit, une amélioration fantastique. Et peut-être qu'à un certain moment, le fait de dire les choses crûment, peut-être trop, et c'est pour ça que si vous avez le sentiment, vous avez probablement raison, dans l'instant présent, moi je vis pour ceux que je défends, ceux que j'aime. J'aime l'OL, j'aime les Lyonnaises et les Lyonnais, j'aime ma famille. Voilà, je vais quelquefois dire des choses qui sont la traduction d'un cœur gros comme ça pour défendre ceux que j'aime. Voilà.